bourgeoisie, grande victorieuse de la Révolution. La norme pour les hommes est faire un mariage d'intérêt, de préférence avec une jeune femme vierge, comme le souligne l'historienne Yannick. La virginité est une valeur croissante au cours du XIe siècle, puisque vers Diacéno IV existe le dogme de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire que l'on sublime encore plus le culte marial et celui de la mère de Marie. Cette virginité aboutit à ce qu'une fille honnête, dit-on, doit arriver vierge au mariage, se réserver pour son mari. La réciproque n'étant bien évidemment pas vraie, des maris qui pourront poursuivre ensuite leur relation extra-conjugale avec une femme libre ou autre fille de joie. À ce sujet, Yannick rit pas. Et évoque à travers la pensée de parents du Châtelet comment la prostitution était considérée à l'époque. C'est un égout du trop-plein séminal, mais c'est un mal nécessaire. Les prostituées sont utiles, car les besoins sexuels des hommes sont des besoins naturels. Sous-entendu que ces hommes, tous les hommes, ont besoin d'une sexualité active qui ne soit pas qu'à finalité procréative. Donc madame est là pour faire des enfants et la prostituée est là pour donner du plaisir à monsieur. Du plaisir de madame, on n'en parlera jamais. La manipulation a mauvaise presse, elle nous choque parce qu'elle insinue le sentiment que nous ne serions plus maîtres aux commandes de nos pensées, de nos comportements, de nos vies. Comme le dit si justement Philippe Breton, la manipulation consiste à entrer par effraction dans l'esprit de quelqu'un pour y déposer une opinion ou provoquer un comportement sans que ce quelqu'un sache qu'il y a eu effraction. Étymologiquement pourtant cette notion n'a rien de péjoratif. Elle renvoie à une histoire de main, c'est le geste du kinésithérapeute qui soulage ou prévient la douleur. C'est la technique du chimiste qui manipule des substances dans son laboratoire et fait progresser la science, c'est encore la dextérité du prestidigitateur qui soustrait un objet au regard du spectateur avant de le faire réapparaître. Cette part magique entre d'ailleurs dans nos représentations métaphoriques du terme. La manipulation mentale nous transformerait comme une force occulte en pion qu'une main invisible pourrait déplacer à loisir. Pourquoi dit-on que l'argent n'a pas d'odeur? La phrase ne vient pas d'un baron de la drogue, mais tout droit de la Rome antique, dans une histoire impliquant de l'urine et un empereur pragmatique. Un pragmatisme financier qui transcende les époques. L'argent n'a pas d'odeur. Un pragmatisme financier qui transcende les époques. L'argent n'a pas d'odeur. L'an 69 de notre ère est une année troublée. Après la mort de Néron, l'Empire romain traverse une crise politique intense. Pas moins de 4 généraux se succèdent sur le trône. En moins d'un an finalement, c'est Vespasien, légat de Judée, qui prend le pouvoir après avoir défait son rival, Vitellius. L'homme n'a rien d'un aristocrate raffiné, mais c'est un administrateur avisé, soucieux de stabiliser l'Empire après 2 ans de guerre civile. L'un de ses premiers défis est de renflouer les caisses mises à mal par les folies dépensières de Néron. Pour ce faire, il n'y va pas par 4 chemins. Il coupe dans les dépenses, réduit la garde prétorienne et surtout multiplie les impôts. Tout y passe. L'Empire romain dans les premiers siècles après Jésus-Christ est particulièrement cupide et met en place notamment une taxe sur l'affranchissement des esclaves ou encore sur les moutons et les chameaux.